Semaine 1 du procès Puff Daddy qui se joue actuellement aux États-Unis. Les 5 moments clés de cette semaine, le récap, on voit ça ensemble. C'est la semaine 1 du procès Puff Daddy, on va voir ensemble les 5 moments clés. Petit café les copains. Le récap, tout simplement, puisqu'on suit tout sur cette même chaîne depuis le début, concernant l'affaire Diddy Combs, d'ailleurs pas seulement au pénal, puisqu'ici c'est au pénal, mais aussi on suit ensemble l'affaire au civil. Il y a une playlist qui existe, qui a été créée à cet effet sur cette même chaîne. Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller piocher dans cette fameuse playlist pour vous remettre un petit peu au goût du jour. Donc ici... Alors ça tombe bien parce qu'on suit ensemble depuis une semaine ce procès quasiment jour après jour. J'ai pas eu le temps justement de traiter des derniers faits, mais ça tombe hyper bien puisqu'ici un récap est fait. Donc on va revenir sur tous les moments les plus importants de cette fameuse semaine ensemble pour tout savoir de ce qui s'est passé. D'une semaine déjà très lourde en termes de témoignages, avec des choses assez horribles qui ont été dites tout simplement durant cette fameuse semaine. Donc on nous dit ici, les témoignages dans le procès pour trafic sexuel du mania du hip-hop Sean Diddy Combs ont commencé cette semaine, ouvrant une fenêtre sur ce que les procureurs qualifient du monde sordide du sexe en groupe, de la drogue et de la violence, sous le personnage scintillant et jet-set cultivé par le fondateur de Bad Boy Records. Une grande partie des témoignages étaient difficiles à écouter. L'ex-petite amie de Combs, Casey, a raconté avoir été battue et contrainte de se livrer à des actes sexuels dégradant avec des inconnus. Alors, on va voir ici ce qu'il en est, donc un de ces 5 faits marquants de cette semaine. Ils vont revenir d'ailleurs sur un petit peu le témoignage de Casey Ventura, l'ex de Puff Daddy. Ils vont y revenir succinctement. Si vous voulez beaucoup plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite, donc qui parlait justement du témoignage de son ex. Vous en saurez davantage. Donc d'abord, numéro 1, on nous dit Combs est un imbécile violent et un échangiste, mais pas un trafiquant sexuel. Donc vous l'aurez compris, ici c'est l'approche des avocats justement, donc de Puff Daddy. Et on nous dit donc l'avocat Tenny Geragos a adopté une approche novatrice pour défendre Combs dans sa déclaration d'ouverture. Elle a admis que l'impresario du hip-hop avait un mauvais caractère et était sujet à des accès de violence souvent alimentés par l'alcool, la jalousie et la drogue. Mais elle a soutenu que même si ses actions auraient pu justifier des accusations de violence domestique, elle ne prouve pas qu'il se soit livré au trafic sexuel ou aux rackets, les accusations auxquelles il fait face. Geragos a soutenu que les habitudes sexuelles de Combs faisaient partie d'un style de vie échangiste impliquant des adultes consentants et rappelle aux jurés que la prédilection sexuelle perverse n'équivalait pas à un trafic sexuel. Sean Combs est un homme complexe, mais ce n'est pas une affaire compliquée, a-t-elle déclaré. Il s'agit d'amour, de jalousie, d'infidélité et d'argent. Donc comme j'avais dit dans une précédente vidéo, ici les avocats veulent nous faire passer ça pour un truc qui serait en fait amour, gloire et beauté, concrètement, en nous parlant à chaque fois de consensualité, de gens en fait qui seraient tous d'accord pour ces pratiques-ci, les pratiques qui ont été nommées notamment par les témoins. On parle quand même de gens qui se sont pris des coups de marteau dans la tronche, d'autres personnes qui se sont vues pendre par un balcon, et encore de l'ex par exemple de Puff Daddy qui elle racontait avoir été obligée donc d'avoir des centaines de relations pendant plusieurs jours avec des personnes sous la contrainte, des personnes comme en travaillant comme stripteaseur, etc. Enfin, dans le monde du sexe, quoi, si tu préfères, quoi. Pendant des jours et des jours. Donc ici, ça, voilà, c'est quand tu mets en perspective ce que l'approche de la défense des avocats de Puff Daddy et les témoignages qu'on a pu lire ensemble, toutes les choses dégueulasse qu'on a pu lire ensemble, on a vraiment l'impression qu'il y a un fossé qui sépare ce que les avocats disent, amour, gloire et beauté, et les autres qui te parlent de coups de marteau, etc. Il y a un fossé tellement énorme qu'on a l'impression finalement que les avocats de Puff Daddy sont en train de défendre une autre affaire que celle qu'il leur est proposée. C'est juste hallucinant. Mais bon, c'est leur ligne de défense, on verra ce qu'elle donnera par la suite. De toute façon, quand elle dit que jusqu'ici, ça ne dévoile pas un trafic sexuel, on n'est qu'au début. Donc il n'y a que les premiers témoignages, il y a plein de choses encore qui vont arriver. Dire cela, quelque part, c'est pas non plus hyper pertinent, puisque on sait qu'il y aura des choses qui seront développées par la suite par les avocats, par les procureurs notamment, qui ont des pièces à conviction entre les mains, notamment des audios, des vidéos, etc.
Bref, on continue donc. Les jurés voient une vidéo, donc dans un autre point clé de cette semaine, et des photos de la tristement célèbre attaque de Casey dans un hôtel de Los Angeles. La salle d'audience bondée est devenue silencieuse lorsque les jurés ont vu une vidéo de caméra de sécurité montrant Combs agressant Casey dans un hôtel de Los Angeles en 2016. Petite parenthèse ici, à mon avis, importante à redonner, puisque j'avais déjà donné cette information aussi dans une précédente vidéo. Puff Daddy a réitéré ses excuses concernant ce qui est montré dans cette fameuse vidéo. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que ses avocats ont absolument tout fait pour que cette vidéo justement ne soit pas diffusée, alléguant qu'elle aurait été retouchée et que donc elle ne serait pas exploitable. Ce faisant, la justice américaine ainsi que le juge ont décidé en fait que cette vidéo serait tout à fait sur certains passages exploitable et donc qu'il la diffuserait, n'en déplaise aux avocats de Puff Daddy. Mais bien, il faut bien rappeler en tous les cas le contexte des choses. Il est bon de venir s'excuser de quelque chose, mais quand derrière, en fait, t'as au préalable tout fait pour que cette chose ne soit pas diffusée, les excuses forcément ont beaucoup moins de sincérité, beaucoup moins de crédibilité. À mes yeux, en tous les cas. La vidéo montre Casey, une chanteuse de R&B, se dirigeant dans un couloir vers les ascenseurs de l'hôtel juste avant que Combs ne tourne au coin, la frappe et la jette au sol avant de lui donner un coup de pied, puis de la traîner vers leur chambre d'hôtel. Alors cette vidéo, on l'avait vue ensemble par le passé, et effectivement, la violence qui émane de Puff Daddy dans cette vidéo ne souffre absolument d'aucun doute. C'est juste, en fait, c'est une vidéo assez accablante, c'est assez terrible, ce qu'on peut y voir, évidemment. Alors les jurés ont également pu voir des photos des dégâts dans le couloir de l'hôtel, notamment les fleurs éparpillées au sol et des projections de terre contre un mur. Plus tard, alors que Casey témoignait sur l'agression, on leur a montré des photos de la lèvre gonflée de la musicienne. Donc le premier témoin du procès était un ancien agent de la sécurité de l'hôtel. Israël Flores a témoigné que Combs avait tenté de le corrompre en lui tendant une liasse de billets surmontée d'un billet de 100 $ en lui disant « Ne le dites à personne ». Flores aurait répondu « Je ne veux pas de ton argent, retourne dans ta chambre ». Nouveau point important de cette semaine-ci, Casey décrit les freak-off, les fameuses soirées freak-off, avec des détails troublants. L'interprète de Me and You, dont le nom légal est Cassandra Ventura, a témoigné que Combs pratiquait du voyeurisme et dictait chaque aspect des événements sexuels qu'il qualifiait de freak-off. Ces relations hautement orchestrées, que Combs appelait également nuit de roi sauvage ou nuit d'hôtel, impliquaient des travailleurs du sexe masculin, une consommation excessive de drogue et une lubrification abondante. Elle dit c'était son fantasme, a déclaré Casey. Casey a déclaré que chaque freak-off impliquait environ 10 grandes bouteilles d'huile pour bébé chauffé. C'était un vrai désastre, a-t-elle dit. On se demandait, mais qu'est-ce qu'on fait ? Elle a déclaré que Combs lui avait également demandé d'effectuer des actes sexuels dégradants et douloureux avec des travailleurs du sexe masculin. Casey a déclaré qu'elle avait finalement fait des freak-off chaque semaine pendant une décennie, la dernière en 2017 ou 2018. Les freak-off sont devenus un travail, raconte Casey. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas refuser car elle craignait que les vidéos soient rendues publiques. Alors les jurés ont également entendu le témoignage de Daniel Philippe qui a déclaré être un stripteaseur professionnel payé pour avoir des relations sexuelles avec Casey pendant que Combs donnait des instructions. Il a témoigné avoir vu Combs tirer Casey par les cheveux alors qu'elle hurlait. Voilà. Alors, il y a eu d'autres choses qui ont été dites, évidemment, dans les témoignages de Casey. On avait vu tout cela ensemble dans une précédente vidéo. C'était bien plus conséquent. Ici, ce n'est que répété succinctement. Et c'est vrai que c'était un témoignage, évidemment, qu'on attendait, qui était fort, fort, fort intéressant. D'ailleurs, je tiens à préciser que moi, dans les articles que je sélectionne des articles qui ne rentrent pas dans ce qu'il y a de pire, dans ce que j'appelle, moi, le voyeurisme, lorsqu'on commence à parler de choses salaces, etc. Je le fais exprès, puisqu'il me semble que, comme je dis, pour moi, ce ne serait que du voyeurisme, et qu'il est bon surtout de comprendre le fond de l'histoire. Ici, je pense que c'est assez évident, et que les détails comme ça, en fait, ne sont pas intéressants. En tous les cas, moi, ils ne m'intéressent pas. Donc, si vous lisez sur des réseaux sociaux ou dans d'autres articles des choses
qui sont encore plus dégueulasses, qui ont apparu dans le témoignage de Casey Ventura et que vous n'avez pas entendu ici, c'est tout à fait normal. J'ai sélectionné des articles justement qui ne les mentionnent pas. Je pense que le fond de l'histoire suffit et que le reste en fait n'appartient qu'au voyeurisme. Alors, les messages, donc un nouveau point qui était un point clé de cette semaine-ci, donc les messages entre Combs et Casey montrent une relation compliquée. Alors ça, c'est la défense qui a évidemment donc qui a interrogé après Casey et qui a essayé de l'attaquer sur des messages qu'elle aurait envoyés par le passé notamment. Donc on nous dit, les avocats de la défense, lors de leur contre-interrogatoire de Casey, ont cherché à présenter la musicienne comme une participante enthousiaste au marathon sexuel. Entre guillemets, on nous dit, je suis toujours prête à péter un câble, a-t-elle écrit dans un message de 2009, lu au tribunal. Plus tard cette année-là, cependant, Casey a exprimé sa frustration face à l'état de leur relation et a dit à Combs qu'elle avait besoin de quelque chose de plus de sa part que du sexe. Dans un SMS de 2017, Casey a confié à Combs « J'aime nos FO, freak off, donc quand on le veut, tous les deux. » Utilisant donc les initiales freak off, donc un FO, à la barre, Casey a expliqué « Je dirais qu'aimer nos FO n'était que des mots à ce moment-là. » Et tu vois, ils sont donc allés chercher sur d'anciens messages qu'aurait donc envoyé, qu'a donc visiblement plutôt devrais-je dire envoyé Casey donc à Puff Daddy alors qu'ils étaient encore en relation dans le passé, mais quand elle dit elle, ce n'était que des mots à ce moment-là, il est quand même assez aisé de la croire finalement, puisque quand on voit son témoignage, quand on comprend qu'elle était au minimum dans une prison psychologique avec Puff Daddy qui donc disait de ses propres termes que si elle ne faisait pas ce qu'il demandait, il la ferait passer pour une salope en diffusant des vidéos justement de ces fameux rapport qu'elle a eu donc avec d'autres hommes, et donc ce faisant, ça aurait évidemment détruit sa carrière. Donc déjà il la mettait dans une espèce de prison psychologique, ça c'est certain, mais à côté de ça tu avais aussi des réticences, ou plutôt des craintes devrais-je dire, ou même une peur qui s'était installée chez Casey par rapport à la violence du personnage. Elle a vu des types se faire prendre des coups de marteau dans la tronche, etc. Tout de même, tu vois, donc au-delà du volet prison psychologique, tu as aussi cette contrainte par le physique, tout simplement, qu'avait donc entrepris Puff Daddy sur cette personne. Donc on peut comprendre que les termes, les mots qu'elle a employés dans le passé résonnent pas forcément comme des vérités établies aujourd'hui lorsqu'on les lit. Voilà, elle dit que ce ne sont que des mots, mais c'est vrai qu'on peut facilement le comprendre. De mon point de vue, évidemment. La chanteuse Dawn Richard se souvient que Combs a battu Casey, l'ancienne, alors ça c'est le dernier point crucial de cette semaine-ci, pardon, l'ancienne membre de la distribution de l'émission de télé-réalité MTV de Combs, Making the Band, a témoigné qu'elle avait vu Combs attaquer physiquement Casey à plusieurs reprises lors d'un incident survenu en 2009 à son domicile. Et Richard a déclaré que Combs avait tenté de frapper Casey à la tête avec une poêle noire avant de mettre son bras autour de son cou et de la traîner dans les escaliers. J'avais peur pour elle et j'avais peur de faire quoi que ce soit, a-t-elle dit. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Richard, qui a ensuite rejoint le groupe de Combs, Diddy Dirty Money, a poursuivi le producteur en justice l'année dernière, l'accusant de violence physique, d'attouchement et de violence psychologique durant leurs années de collaboration. Son représentant a nié ces accusations à l'époque. Donc voici donc les 5 points qui ont été relevés ici, qui seraient les 5 points clés quelque part de cette semaine, de cette première semaine de procès pour ce fameux procès Puff Daddy. Alors il est certain que dans ces 5 points en fait, ce qui a été vraiment le moment clé, on pourrait dire le vrai moment clé de cette semaine, c'est le témoignage de Casey Ventura, tout ce qu'elle a pu dire. Elle a dit des choses qui étaient vraiment affreux, puisque on sait que par exemple les enfants de Puff Daddy, les filles de Puff Daddy sont sortis de la salle, ils n'ont pas pu soutenir en fait le discours qui était donné concernant les fameuses soirées freak-off lorsqu'elles ont été décrites notamment par les procureurs mais aussi par Casey Ventura. On avait lu ensemble effectivement donc des choses qui étaient vraiment accablantes pour le moins dans ce fameux témoignage de Casey Ventura, et ça a été le témoignage le plus important de cette semaine. Alors c'est loin d'être fini puisqu'il y a normalement donc 5 témoins qui vont venir, sachant que sur les 5 témoins il y a le témoin numéro 3 qui jusqu'à aujourd'hui a disparu, ainsi que son avocat, donc on ne sait pas où ils sont, peut-être reviendront-ils, on ne sait pas. En tous les cas, techniquement, il devrait y avoir 5 témoignages qui devraient donc venir à la barre. Il y a aussi donc tous les documents audio et vidéo
qui seront proposés par les procureurs. Et donc, du coup, je reviens à une question qui m'a été posée dernièrement, où on m'a dit, oui, mais ici, on parle pas des mineurs qui sont normalement impliqués dans les affaires Puff Daddy, dans ces fameuses soirées freak-off. Alors, on en a entendu énormément parler avec l'avocat Tony Buzbee, mais lui, en fait, c'est un procès qui se fera au civil, où là, on en apprendra davantage, effectivement, puisque lui, en fait, il défend plus de 120 victimes présumées et une trentaine d'enfants au passage. Donc là, on en apprendra davantage, ça c'est certain, sur ce qu'il a pu entreprendre avec des mineurs durant le procès au civil. Mais ici, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler non plus de mineurs, hein. Je t'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, il va y avoir des preuves qui vont être soumises au juge, comme j'ai dit, notamment des audios, des vidéos, etc. Et il se peut qu'apparaissent, évidemment, dans ces audios, dans ces vidéos, des mineurs qui seraient impliqués. Alors, des mineurs qui seraient impliqués, mais aussi des célébrités qui seraient impliquées. Auquel cas, les célébrités qui n'auraient rien fait dans ces vidéos ne seront pas citées, ils resteront dans l'anonymat, mais celles qui auront ou qui auraient participé dans les vidéos qui seront données justement par ces fameux procureurs au juge, à partir de ce moment-là, s'il est reconnu qu'ils sont complices de Puff Daddy sur certains actes, là par contre ils seront cités, le procès va complètement changer, et on fera appeler donc ces fameuses célébrités qui deviendront des coupables, hein, et qui seront donc mis sur le banc des accusés à côté de Puff Daddy. Donc c'est normal, c'est le début. On n'est qu'au début, il y a plein de choses qui vont encore être dévoilées. On verra ce qu'il en sera des écoutes, etc. Ça peut inclure des mineurs, ça peut inclure évidemment des célébrités. Ça c'est certain pour ce procès au pénal. Et puis tu as le procès au civil qui lui par contre, et là c'est avec certitude que ça va impliquer des mineurs et que ça va impliquer des célébrités, puisque c'est exactement en fait la ligne qu'a emprunté Tony Buzbee, celui qui représente les 120 victimes présumées, incluant donc une trentaine d'enfants, avec des preuves à l'appui, etc. Donc là forcément tu auras des noms qui vont être dévoilés, tu auras aussi des histoires sur des mineurs qui seront dévoilés, et il sera condamné évidemment à ce moment-là pour cela, sachant que l'enquête est encore en cours actuellement, donc elle n'est absolument pas finie. Le FBI continue son enquête sur Puff Daddy. C'est juste ici le procès. Pourquoi il a lieu? C'est parce qu'ils ont suffisamment d'éléments entre les mains pour ouvrir un premier procès au pénal. Donc ce n'est absolument pas terminé. Il peut se prendre d'autres procès au pénal par la suite. Ça s'est vu notamment avec l'affaire Weinstein dernièrement, tu vois. Quand l'affaire continue, quand l'enquête continue, au bout d'un moment, s'il y a des nouvelles preuves qui sont récoltées, il y a un nouveau procès qui va s'ouvrir. Et ils attendent notamment, par exemple, les preuves que Tony Buzbee va démontrer donc durant le procès au civil. Le FBI et la justice américaine attendent que ces preuves en fait soient enfin dévoilées, de manière à ce qu'ils puissent aussi s'en accaparer. Et là-dedans, dans les preuves que Tony Buzbee nous promet, il y a effectivement des victimes mineures ainsi que des célébrités donc qui seraient donc complices des pratiques crapuleuses, criminelles de Puff Daddy. Donc c'est pas fini. C'est très 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 loin d'être terminé. Là, on est vraiment qu'au début, on est qu'aux prémices, on est qu'au préambule, et qu'à la première semaine. Donc il va falloir attendre un peu pour en savoir plus par la suite, notamment concernant les célébrités, etc., etc. Mais ici, voilà, on aura vu ensemble les 5 points qui auront marqué cette première semaine de procès. On va continuer à suivre tout cela ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook et le TikTok de la chaîne qui seront dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, félicité, pistolet à prout, c'est à toi, qu'est-ce que tu en dis? Ouais, finalement, voilà. Déjà, la première semaine est quand même assez accablante, elle est assez lourde. Dans les témoignages, ce qui lui est reproché là, c'est d'une gravité XXL. On est quand même sur une pourriture XXL aussi ici, sur ce qui lui est déjà, rien qu'à la première semaine, c'est sur les témoignages qu'on a eu. Donc la suite va arriver, elle va être encore pire. Donc c'est vraiment, c'est assez, on est vraiment sur quelque chose d'hallucinant, cette affaire, qu'est cette affaire justement Puff Daddy, cette fameuse affaire dite Diddy Combs aux États-Unis. Bref, on va continuer donc à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.